très heureux d'animer cette table ronde consacrée à la gestion de l'eau, enjeux de financement et de sobriété. L'objectif de cette table ronde est d'exposer le plus clairement possible les enjeux auxquels la gestion de l'eau est confrontée, d'apporter des pistes de réflexion et des recommandations opérationnelles. Je vais brièvement rappeler ces défis, présenter les différents intervenants avant de laisser place aux discussions. Alors, les défis de la gestion de l'eau reposent principalement sur le changement climatique, la dégradation progressive de la qualité de la ressource et l'impératif d'une gestion plus durable. Ces défis bouleversent notre modèle traditionnel de gestion de l'eau. Premièrement, le développement de l'offre doit céder la place à un modèle qui doit privilégier la maîtrise de la demande et la préservation de la ressource au prix d'un effort d'investissement important. Le modèle économique traditionnel, fondé sur essentiellement des coûts fixes, est fragilisé par la baisse des volumes consommés. Deuxièmement, nous devons faire face à un mur d'investissement chiffré à plusieurs milliards d'euros, que ce soit pour rénover les réseaux ou encore construire des usines de dépollution. Nous aurons l'occasion au cours des débats de revenir sur la quantification de ces besoins et la nature des investissements à réaliser. Enfin, notre organisation administrative interroge, puisque la France compte 10 000 services d'eau, 11 500 pour l'assainissement. Je crois que ça représente à peu près la moitié des services européens. Beaucoup de ces services sont de petite taille, ce qui limite leur capacité financière et technique au moment où nous devons relever d'importants défis. Dans ce contexte, les modes de gestion traditionnels, que ce soit la régie ou la délégation de services publics, sont questionnés. Comment concilier l'exigence de performance des services, de financement sur le long terme des infrastructures, de prise en compte des différents usages, de maîtrise du prix de l'eau. Pour en débattre, donc je serai accompagné de 7 intervenants qui viennent du monde académique, institutionnel ou des industriels. Donc, François Tenaillot, qui est avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, spécialisé en droit public, contrat public. François dirige la practice infrastructure du cabinet. Estelle Grelier, présidente de SOR France, présidente de la Fédération des entreprises de l'eau, ancienne ministre, et vous avez été également dans le passé à la tête d'un exécutif local. À vos côtés, donc Régis Ten, responsable du cycle de l'eau à la FNCCR, donc la Fédération nationale des collectivités en charge des services publics en réseau. Également à côté de vous, Tristan Mathieu de Veolia France, donc directeur des affaires publiques, du développement durable et de la RSE. Vous avez été également dans le passé un des dirigeants de la Fédération des entreprises de l'eau et du Centre d'information sur l'eau. François Bergère, qu'on ne présente plus, délégué général de l'IGD, l'Institut de la gestion déléguée. Vous avez par le passé lancé la mission d'appui au PPP, la MAP, suite à l'ordonnance des marchés de partenariat, des contrats de partenariat en 2004, puis vous avez fait une carrière à l'international à la Banque mondiale. Maria Salvetti, économiste, analyste politique dans le secteur de l'eau depuis plus de 20 ans. Vous êtes aujourd'hui responsable du département eau et assainissement de la Florence School of Regulation, et vous avez également une carrière internationale et nationale. Vous avez travaillé à l'OCDE, à la Banque mondiale et en France, notamment pour des agences de l'eau et le CEDIF. Et enfin, Adrien Bajol, vous êtes directeur d'investissement au sein de Fininfra et spécialiste du financement des infrastructures. Alors, les discussions vont se dérouler en 2 temps. Nous allons revenir sur les éléments de diagnostic et puis ensuite nous allons passer en revue quelques recommandations opérationnelles. Au préalable, je vais céder la parole à François Bergère qui va nous expliquer pourquoi l'IGD a choisi le thème de l'eau cette année dans ses choix d'études. Merci Stéphane. Oui, la discussion que nous allons avoir aujourd'hui, tant sur le diagnostic que sur les recommandations qui vont être formulées, s'appuie sur les travaux menés par l'Institut pour la gestion déléguée au cours de l'année écoulée, travaux qui ont donc donné lieu, dans un premier temps déjà, à ce petit document de synthèse que vous avez dû trouver prépositionné à votre table. Si vous ne l'avez pas, il nous en reste. Et peut-être pour expliquer
expliquer brièvement, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'Institut pour la gestion déléguée. Donc l'IGD, c'est ce lieu unique à notre connaissance qui permet de rassembler des parties prenantes publiques et privées qui partagent le même intérêt pour la gestion des services publics, l'optimisation des services publics et notamment au travers des infrastructures, la mise en œuvre et de la gestion des infrastructures qui permettent de les délivrer. À ce titre, donc, on rassemble les principaux acteurs publics et privés, et notamment du côté privé, les grandes entreprises de l'eau, mais pas que, les constructeurs, les opérateurs, les financeurs et les experts, juristes, consultants et autres. Et c'est donc tous ces experts que nous avons mis à contribution au cours de l'année passée pour travailler sur ce sujet. Alors, pourquoi nous l'avons sélectionné? Parce qu'effectivement, dans notre programme d'activité IGD, l'intégration des objectifs de la RSE, de la transition écologique à la gestion déléguée a été identifiée comme un des thèmes prioritaires, une des thème stratégique pour nous et à ce titre donc la gestion de l'eau nous est apparue comme emblématique des défis que devait relever le modèle français et notamment celui qui s'appuie sur la technique du PPP ou des concessions pour s'adapter à cette nouvelle donne environnementale, climatique et économique. Alors voilà, c'est l'un des groupes de travail que nous menons, mais nous avons aussi d'autres groupes thématiques en cours qui visent toujours le même objectif, produire de la recherche, des analyses, partager les bonnes pratiques et valoriser le savoir-faire de nos membres et puis essayer d'anticiper ou de donner des clés pour éclairer les prises de décision et anticiper l'avenir. Et donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir contribuer avec les panélistes qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice commun, à la discussion, au panel que nous organisons en cette première journée de l'Infra-Week. Nous allons pouvoir aborder la première séquence de nos débats, donc sur le diagnostic. 4 thèmes seront discutés. Le premier sur les enjeux qualitatifs et quantitatifs de la ressource, la mise en perspective de ce diagnostic à l'échelle européenne, le modèle d'organisation territoriale français et enfin le mur d'investissement que nous allons caractériser. Alors, sur les enjeux qualitatifs et quantitatifs, je vais laisser la parole à Tristan Mathieu pour nous exposer la situation française. Bien, merci Stéphane. Alors, enjeux qualitatifs et quantitatifs dans le domaine de l'eau, il faut vous dire qu'on a une certitude quand on travaille dans l'eau, et j'y travaille depuis quelques temps, qui est que les effets du changement climatique sur la ressource sont tout à fait palpables. Les prévisions d'ailleurs nous le disent, à un horizon 2050, on aura entre moins 10 et moins 40% de baisse des cours d'eau. On va avoir une baisse de l'ordre de 25% plus de recharge des recharges de nappes. On constate déjà ce qu'on appelle l'eau disponible qui est de moins en moins importante et finalement on s'est très vite dit que l'eau était un des premiers signaux des effets du changement climatique. Et puis il y a évidemment cet aspect des sécheresses qui ont été connues notamment en 2022, qui a été une année très difficile, et en même temps le trop d'eau. Et le trop d'eau, c'est le pendant, c'est-à-dire que évidemment avec une Méditerranée par exemple très chaude, à 28 degrés, on arrive avec des épisodes cévenols de plus en plus sévères, et s'ajoute à ça l'érosion des côtes. Bref, tous ces effets du changement climatique amènent finalement à une nouvelle donne dans le domaine de l'eau. Et ça a été très bien décrit par France Stratégie, qui a fait une étude qui a été publiée récemment sur l'ensemble de ces données. Première réflexion, c'est qu'aujourd'hui, ça crée une sinistralité liée à l'eau qui est importante. On rappelait l'autre jour à la FP2E que les effets de la sinistralité de l'eau sont aujourd'hui supérieurs en montant au budget des agences de l'eau dédiées au service public d'eau et d'assainissement. Donc vous voyez que c'est important. Et puis, autre élément important, c'est que, et peut-être un élément d'espoir,
il y a une prise de conscience très forte de la population face aux effets du changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que les Français sont lucides sur le changement climatique. Ils ont vécu d'abord donc l'été 2022 avec cette rareté de l'eau. On a vu les cours d'eau, les grands fleuves, la Loire et d'autres, le Rhône, qui ont été très impactés par ce manque d'eau. Et puis ils connaissent aussi les problèmes de qualité d'eau, puisque c'était le deuxième sujet. Et ces problèmes de qualité d'eau qui sont liés, quand il y a moins d'eau, il y a plutôt une concentration de pollution. Quand il y a une eau qui est plus chaude qu'avant, la Garonne atteint 28 degrés, ça devient plus compliqué à traiter. Et ces effets de qualité d'eau se voient également dans la détection de plus en plus fine qu'on peut avoir des micropolluants. Donc ils ont entendu parler des métabolites de pesticides, ils ont entendu parler des polluants éternels. Et aujourd'hui, ça fait que ces Français, ils jugent d'abord, pour une majorité d'entre eux, que l'eau est plutôt bon marché. Ils ont une capacité, ou en tout cas ils comprennent qu'il faudra vraisemblablement payer plus pour avoir plus de sécurité d'alimentation en eau potable et plus de qualité d'eau. Et surtout, ils appellent à l'action, puisque chez Veolia, on a un baromètre qu'on développe avec Elab et qui nous montre que les 2/3 des Français ont conscience que l'inaction va coûter plus cher que l'action. Et donc ça, c'est un message que l'on porte pour dire à l'ensemble de nos parties prenantes, les temps ont changé. Si avant on pouvait se contenter d'une certaine continuité des politiques publiques, aujourd'hui on ne le peut plus. Et il n'y a pas de handicap politique à se saisir du sujet de l'eau et à s'en saisir sous l'angle de la mise en œuvre des solutions. Merci Tristan, c'est très clair. Maria, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mises en perspective à l'échelle européenne de ces problématiques ? Je vais faire de mon mieux. Alors, ces risques liés à l'eau qu'évoquait Tristan, donc ce risque de trop d'eau, de pas assez d'eau, d'une eau trop polluée, de milieux aquatiques trop dégradés, eh bien évidemment, c'est malheureusement ces risques sont partagés par les différents pays européens, les différents États membres, évidemment dans des mesures différentes suivant les contextes locaux. Mais surtout, ce que j'avais envie peut-être plus de souligner, c'est en revenant un petit peu au petit cycle de l'eau, donc à l'eau dans les tuyaux, les services publics d'eau et d'assainissement, c'est la façon dont la régulation peut intégrer ces risques liés à l'eau et obliger du coup les opérateurs publics ou privés à intégrer ces risques dans leur gestion quotidienne des services d'eau et d'assainissement. Alors, dans beaucoup de pays européens, il y a un régulateur centralisé pour l'eau, comme ça existe pour l'énergie, etc. Et la plupart donc, de ces régulateurs centralisés pour l'eau et l'assainissement, quand ils existent, eh bien, ils utilisent des outils de régulation, que ce soit des incitations financières ou des indicateurs de performance, qui obligent, par exemple, les services d'eau eh bien, à réduire et à diminuer leur fuite d'eau. Donc là, il y a une gestion de la demande qui est exigée par le régulateur. Il y a des incitations et des pénalisations financières qui sont appliquées. En Italie, pour ne pas citer ARERA, le régulateur italien, il y a aussi une incitation à faire de la réhute, donc de la réutilisation des eaux usées traitées. Ce n'est pas une obligation, mais par contre, l'opérateur qui fait de la réhute est rémunéré, donc il y a une incitation financière à le faire. Au Danemark, le régulateur danois permet aux services d'eau et d'assainissement qui souhaiteraient mettre en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique de les financer à travers le prix de l'eau ou le prix de l'assainissement. On a aussi une volonté d'aider les opérateurs à réduire l'utilisation du plastique. Donc, vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens. Cette volonté justement de soutenir les services de l'assainissement dans leur adaptation au changement climatique, dans leur gestion de la demande en eau. Ça va également jusqu'à inciter à de la neutralité énergétique, à de l'efficience énergétique et donc d'avoir une sobriété non seulement hydrique mais aussi énergétique. Alors cette régulation économique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement chez nos voisins européens, elle existe la plupart du temps à travers une agence de régulation centralisée. En France, on n'en a pas. Parmi les raisons qui expliquent qu'on n'en ait pas, vous l'avez dit tout à l'heure, 10 000 services d'eau, 11 000 services d'assainissement, c'est très compliqué à réguler pour une seule et même agence. En revanche, il y a de l'autorégulation et il y a aussi de la régulation à travers les contrats,
les contrats d'affermage, les contrats de concession. Et donc, ça peut être des éléments qui peuvent être également intégrés dans les contrats de concession ou d'affermage. Donc, cette gestion des risques liés à l'eau et cette gestion de la demande en eau. Merci. Régis Ten, peut-être pour revenir sur le modèle d'organisation territoriale et rebondir sur les propos de Maria Salvetti, est-ce que notre modèle d'organisation est à bout de souffle ? Carrément. Non, enfin, je veux dire, de toute façon, les services d'eau, la gestion de l'eau reste de dimension locale, hein, que ce soit sur le grand cycle de l'eau à l'échelle de bassins ou de grandes nappes d'eau souterraine, et à l'échelle locale, de toute façon, on est en distribution de l'eau à des usagers sur des territoires qui ont leur histoire et qui ont leurs objectifs propres. Donc non, il n'est pas à bout de souffle. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de collectivités organisatrices, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, des services d'eau et d'assainissement, mais auxquels on pourrait rajouter aussi la GEMAPI, le grand cycle de l'eau, hein, donc la gestion par bassin, et sur lesquels il y a des progrès à faire, hein. Alors, il y en a qui ont été déjà quand même bien engagés. Il y avait en gros 13 000 autorités organisatrices de l'eau potable il y a un petit peu moins de 15 ans, hein, en 2010-2011, au moment de la première réforme territoriale. Il y en a plus que 7 500. Bon. C'est quasiment divisé par 2. Et en assainissement, on est passé de 16 000 à 8 700. Donc là aussi, on est quasi divisé par 2. Après, par rapport aux objectifs qui pourraient être raisonnables d'atteindre pour avoir une taille critique, pour avoir une capacité de maîtrise d'ouvrage suffisante pour pouvoir appréhender les enjeux, à la fois au plan conceptuel, hein, et intellectuel, et puis ensuite très concrètement pour faire et financer, il faudrait certainement descendre aux alentours de 2000 services d'eau et d'assainissement dans les années qui viennent. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne le chemin avec les réformes territoriales récentes. Et puis juste un tout petit point sur la régulation, ce qu'on appelle autorité organisatrice, en tout cas pour la France, hein, c'est vraiment l'idée d'avoir une collectivité qui peut être souvent, donc de plus en plus souvent un groupement de collectivités, un groupement de communes, qui va finalement être en charge de à la fois diagnostiquer les besoins du service. Alors les besoins, c'est des besoins réglementaires, c'est des besoins prospectifs, des règlements climatiques, pollution, etc. C'est aussi des attentes de citoyens, d'usagers, hein. Et puis de décliner des objectifs, de déterminer les moyens pour atteindre ces objectifs, parmi lesquels il y a le choix du mode de gestion, mais c'est qu'un des éléments de la gouvernance et de la régulation locale, et puis évidemment de financer tout ça et d'évaluer. Et ça, ce sont des missions qui sont non délégables. Après, justement, tout le reste, les collectivités doivent pouvoir faire le choix, et le font aujourd'hui, de faire ou de faire faire comme elles l'entendent. Comme je l'ai rappelé en introduction, nous sommes confrontés à un mur d'investissement évalué à plusieurs milliards d'euros. Maria Salvetti, pouvez-vous un peu caractériser ces investissements à venir ? Oui, alors il y a je dirais, les investissements qui sont liés à la bonne gestion patrimoniale et au renouvellement du patrimoine, qu'il s'agisse du patrimoine eau ou du patrimoine assainissement. Donc là, par rapport aux besoins de renouvellement et au flux d'investissement actuel, on constate un déficit de 1,8 milliard d'euros annuellement, hein, sur la partie eau potable et 1,4 milliard d'euros sur la partie assainissement. Dans l'étude que j'ai faite pour l'UIE il y a déjà quelques années maintenant, vous avez le détail, un peu plus de détails derrière ces chiffres entre la partie réseau, la partie usine, la partie branchement, etc. Donc je vous renvoie à cette étude que vous pouvez trouver en ligne pour avoir davantage de détails. Mais donc on est à 3,2 milliards d'euros pour ce qui est du renouvellement, j'allais dire un peu courant, et de la bonne gestion patrimoniale. À cela, on peut ajouter de l'ordre de 1 milliard d'euros par an de dépenses, cette fois-ci. Donc, il y a un petit mélange d'OPEX et de CAPEX sur ces 1 milliard-là pour le pluvial. Alors, bien sûr, ce n'est pas stricto sensu, je dirais, dans l'escarcelle des services publics d'eau et d'assainissement, mais avec la DRU2, on voit bien que les frontières deviennent un petit peu plus, en tout cas, plus ténues, on va dire. Donc, 1 milliard pour le pluvial. Alors là, je vous livre un chiffre que j'ai
j'ai calculé récemment, et donc qui n'engage que moi, concernant le coût estimé du traitement des micropolluants, donc suite à la DRU 2, dans sa dernière mouture, bien évidemment, donc que j'ai estimé à 1 milliard d'euros par an, CAPEX amorti sur 20 ans et OPEX, évidemment, courant. Donc tous ces chiffres, hein, malheureusement, tous ces milliards là que je jette comme ça un petit peu, je distribue les milliards, mais tout ça, ça s'additionne évidemment, hein, j'ai l'impression de jongler. Et puis, moi j'aime toujours bien marcher sur deux jambes, donc je parle toujours de ce qu'il y a à financer dans les tuyaux, dans les infrastructures, j'allais dire grises, mais il y a aussi les coûts environnementaux, les dommages environnementaux que les services publics d'eau et d'assainissement causent à l'environnement et ne réparent pas, entre guillemets, ne compensent pas par des dépenses. Et donc ce montant-là, qui a été calculé comme un écart à l'objectif de bon état écologique de la directive cadre sur l'eau, pour ceux qui souhaiteraient juste savoir en 2 mots comment est-ce qu'on a pu calculer ces coûts environnementaux, ils sont de 3,7 milliards d'euros par an. Voilà. Donc tout ça s'additionne. Donc si je vous fais un package global, on est à 9 milliards pour tout ce petit package. Et puis sinon, après, vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, tout ça, c'est annuel. Oui, on se respecte quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà. Puis, si vous voulez enlever du pluvial, vous enlevez 1 milliard. Si vous voulez enlever du quaternaire, vous enlevez 1 milliard. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Merci, Maria. Est-ce que les industriels, Estelle Grelier, Tristan Mathieu, comment vous percevez ces murs d'investissement? Vous avez la même appréciation? On le perçoit en se disant qu'il va falloir avoir de la confiance entre les acteurs, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver, ce défi financier, à le relever si on commence à opposer les différents utilisateurs de la ressource, les différents préleveurs, si on oppose l'agriculture à l'industrie, le tourisme à la ville et autres. Donc nous, on pense qu'il y a un climat de confiance qui doit s'instaurer, de confiance réciproque, et puis surtout réaffirmer quelques grands principes qui œuvrent déjà pour le financement de la politique de l'eau. Évidemment, le principe de l'eau paye l'eau, mais quand on dit ça, il y a beaucoup de choses derrière. La première des choses, c'est de se dire l'eau paye l'eau, mais elle ne devrait payer que l'eau. Donc on sait bien que sur la facture d'eau, il y a là aussi quelques fuites qui vont ailleurs qu'au budget des services publics d'eau et d'assainissement. Ça veut dire aussi s'attacher à mieux valoriser un peu les externalités du service public de l'eau, c'est-à-dire ne pas, si la facture d'eau doit payer le service public de l'eau, là aussi ça nécessite de la rigueur budgétaire. Quand on regarde par exemple le sujet de la qualité des eaux de baignade, etc., la question est à se poser. Comment est-ce qu'on le finance? Est-ce que c'est au service d'assainissement de le financer ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est des questions qui se posent. Et puis, l'autre grand principe, c'est le pollueur-payeur. Donc, pollueur-payeur, ça veut dire que chaque personne qui pollue doit payer pour la dépollution. C'est à la fois un principe vertueux, mais aussi un principe incitatif pour limiter les pollutions. Ce principe pollueur-payeur, il retrouve un certain nombre de déclinaisons à travers les redevances des agences de l'eau, mais il en retrouve aussi certainement demain dans la directive eaux résiduaires urbaines révisée, puisque le sujet de la responsabilité étendue des producteurs arrive dans le domaine de l'eau pour se dire finalement ceux qui polluent la ressource en eau doivent aussi payer un peu plus. Tout ça pour faire en sorte que la hausse de la facture d'eau soit la plus modérée possible. Ce qui doit générer 2 choses, c'est à la fois une politique de financement et de subventionnement. La subvention, on la retrouve sur la facture d'eau, mais ça permet de décrisper un peu le sujet du prix de l'eau et d'inciter les collectivités à réinvestir. Et puis, si hausse du prix de l'eau, il doit y avoir, et nous, on est évidemment attentifs à ça, et aussi du côté d'une forme de maîtrise du prix, une attention pour les personnes qui auraient du mal à payer leurs factures. Et là, les entreprises de l'eau ont développé un certain nombre d'outils qui peuvent être mis en œuvre. On peut penser au Chaco, on peut penser en tarification sociale et d'autres. Je partage ce que vient de dire Tristan. Les milliards qui étaient évoqués par Maria, ils ont quand même pour conséquence de crisper un peu les élus locaux. Même si dans un récent sondage qu'on a fait faire côté fédération, on s'aperçoit que les gens remontent en termes de priorité l'enjeu de l'eau
dans ce qu'ils entendent voir discuter à l'occasion des débats municipaux. Mais on sent que les milliards non investis par le passé qui s'accumulent à ceux à venir, notamment dans le cadre des nouvelles réglementations européennes et des nouvelles réglementations sur les micropolluants, ça tend un peu, et ça tend aussi sur le sujet des financements. Je dirais de manière probablement assez opportune que c'est peut-être là où le modèle concessif présente un intérêt. Je remercie l'IGD de s'être concentré sur ce sujet. Il y a des capacités de financement qui peuvent être déclenchées par ce modèle, que les élus peuvent peiner à trouver, notamment dans le contexte global dans lequel nous vivons, et qui est celui aussi d'une raréfaction des ressources publiques à destination des collectivités territoriales. Je pense que ce modèle, il a toute sa vertu de ce point de vue. Après, je rebondirai sur le point. Il y a quelques principes, et nous on y est très attachés, l'eau paye l'eau. Et il y a des constats qui sont assez durs quand on regarde ce principe. Il n'y a jamais eu aussi peu d'argent en direction des services publics d'eau et d'assainissement que depuis que la plus haute autorité de ce pays a annoncé un plan eau. Il y avait le sujet de la suppression du plafond mordant des agences de l'eau, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que ce que l'usager paye au titre de sa facture pour les agences de l'eau aille vraiment au service public d'eau potable et d'assainissement. Ça n'est pas le cas parce que, et ce n'est pas une question il faut aussi les financer, mais les mesures de biodiversité, les mesures agro-environnementales sont venues ponctionner ce montant. Donc l'eau paye l'eau, c'est un principe qui a été assez altéré et qui est malgré tout souverain dans la capacité à décider des élus. Et puis, il y a le sujet du prix. On pense que parce que les gens sont rendus sensibles à la situation de la gestion d'une ressource sous contrainte, ils restent sensibles ou ils seraient en capacité d'accepter toute augmentation de tarifs qui viserait la gestion de ce bien. C'est parfois un peu plus compliqué. Aussi rapporté à au premier thème que vous avez évoqué. On est là sur des décisions locales. Quand il y a une augmentation du coût de l'énergie, je le dis dans ces lieux, personne n'est content, mais il n'y a pas vraiment pas vraiment de responsables. Les responsables sont au-dessus. Voilà. Quand il y a une augmentation du prix de l'eau, le rapport à la décision territoriale, il est plus immédiat. Donc probablement un peu plus difficile à assumer. Je ne trahirai pas de secret en disant que tous les opérateurs sous autorité des collectivités territoriales craignent toujours les renouvellements qui arrivent 6 mois avant les élections municipales pour poser de manière tout à fait sereine le sujet du financement. Nous, ce que l'on dit, c'est que l'approche par le prix de l'eau, c'est une approche qui généralement est assez peu en réussite à la fin. Le vrai sujet, c'est le coût du service. Qu'est-ce qu'il y a dans un service public d'eau potable? Qu'est-ce qu'on finance? À quoi ça sert? On a quand même des remarques parfois, notamment dans les territoires où l'eau est assez disponible et pas très altérée en qualité. Ces territoires existent, où on ouvre l'eau du robinet, on a de l'eau qui coule, de bonne qualité en quantité suffisante. Voilà, le rapport au coût du service, qui est aussi un sujet pédagogique que nous, on essaie d'apporter, c'est derrière ce service, il y a de nombreuses expertises, il y a beaucoup de technologies, de nombreuses solutions, et c'est ça qui, à la fin, fait le prix de l'eau. Et c'est plus facile à énoncer, probablement dans des cadres autour de participants à InfraWeek, que quand on discute à l'échelon local. Et ça, c'est une vérité que nous constatons néanmoins. Ce que l'on sait, c'est que les territoires, et je finirai par là, sont diversement concernés. Vous avez des territoires qui, parce qu'ils ont rencontré des sujets d'altération de la ressource ou de disponibilité de la ressource bien en amont de phase, c'est-à-dire avant les épisodes un peu médiatiques, ont constamment investi à la fois dans leur réseau et dans leurs usines. Et ceux-là sont nettement moins concernés que ceux qui, en effet, ont été plus passifs devant ces enjeux. Donc il y a à la fois un sujet global de financement, avec les milliards décrits précédemment qu'il va falloir financer, et le modèle concessif peut être une réponse à cet enjeu important. Et puis, voilà, il y a aussi des œuvres de conviction à faire sur le terrain pour expliquer que bénéficier d'une eau en qualité et en quantité suffisante aujourd'hui, c'est moins facile qu'hier. Et ça, il faut que les habitants, quelque part, le perçoivent. Et le coût de l'inaction, s'il est bien perçu par les uns et les autres, il est peut-être moins touchable de la part d'un habitant, et c'est tout le travail que nous faisons, et aussi dans le cadre des travaux de l'IGD.
Nous allons passer à la seconde séquence de nos débats autour des recommandations en essayant de répondre à deux questions. Donc, quel montage juridico-financier pour relever ces défis et quelles conséquences pour les usagers. Donc, concernant les montages, François Bergère, pouvez-vous nous indiquer un peu les limites de ce qui est pratiqué aujourd'hui, qu'on appelle l'affermo concessif, qui est un contrat de délégation de service public de courte durée? De meilleurs termes, oui. Alors, nos précédents intervenants ont rappelé effectivement les fondamentaux de l'organisation des services d'eau et d'assainissement en France. Donc, il y a d'un côté les autorités organisatrices représentant les collectivités locales qui sont en charge des choix stratégiques, de la politique d'investissement, du choix du mode de gestion, régie directe ou gestion déléguée, et puis de l'autre des entreprises qui peuvent intervenir soit comme délégataires, donc avec une responsabilité large en termes d'exploitation commerciale et technique, soit plus simplement comme prestataire pour le compte de la régie ou de la collectivité. Mais si on se concentre donc sur le premier mode opératoire, ce qu'on appelle, faute de meilleure terminologie, le modèle affermo-concessif, peut-être quelques réflexions à ce sujet. C'est un modèle qui a été développé depuis le milieu du 19e siècle en France et qui a plutôt bien marché, et il faut le dire. Depuis plus d'un siècle et demi, il a permis au passage l'émergence de champions mondiaux dont ne peuvent pas se prévaloir beaucoup de pays sur la scène internationale. Inutile de les citer, vous les connaissez tous, il y en a un certain nombre qui sont représentés ici. Il a permis le développement de technologies, d'une expertise technique très poussée et il a permis globalement de satisfaire les besoins de la population dans un contexte d'équipement croissant, de couverture intégrale des besoins de la population sur les territoires. Je le souligne parce que ce n'est pas forcément un modèle qu'on retrouve dans la plupart des autres pays. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est d'abord et surtout, je dirais, un mode opératoire qui confie à des structures publiques la gestion et la distribution de l'eau, dans beaucoup de pays européens également. Donc on a développé ce modèle spécifique en France et on a réussi à l'exporter dans un certain nombre de cas avec des succès tout à fait marquants à cet égard. Aujourd'hui, 60% de l'eau potable est distribuée sur ce modèle, en DSP, quelles que soient les modalités, 50% du réseau d'assainissement également. Pourtant, ce qu'on constate, c'est d'une part que le choix du mode de gestion continue à alimenter un peu la polémique, et pas seulement à la veille des élections municipales, alors qu'on pourrait penser que ce qui devrait véritablement mobiliser les intéressés, qu'ils soient consommateurs ou autres intervenants, c'est comment faire pour garantir l'approvisionnement en eau de qualité au meilleur prix, indépendamment du mode qui est retenu. Et puis, il montre également ses limites à deux égards, en termes de capacité ou de possibilité d'action ou de mobilisation de financement par les opérateurs privés. La première, c'est qu'il y a une déconnexion croissante, on y a fait une allusion à l'instant, entre la structure des recettes de ces opérateurs, qui sont des recettes pour l'essentiel assises sur le volume de la consommation, et la structure des coûts qui, elle, correspond pour la quasi-totalité, même 85 ou 90%, à des coûts fixes, les coûts d'accès au réseau, ce qu'on appelle souvent la part abonnement dans la facture eau. Donc il y a là une déconnexion, un effet ciseau qui commence à être véritablement handicapant pour raisonner avec une visibilité suffisante sur la façon dont on va pouvoir alimenter ou financer un certain nombre de développements. Et puis l'autre problème qui est d'ailleurs lié, c'est un problème plus fondamental d'incitation ou d'alignement des intérêts entre un modèle de rémunération des délégataires qui, encore une fois, est assis sur le volume qu'on a réussi à vendre, à fournir à l'usager final, et puis un objectif, je dirais, de nature sociale, environnementale et climatique qui, lui, vise au contraire la sobriété
sobriété, l'économie dans les prélèvements sur la ressource, sur la consommation d'eau. Donc là, à ce niveau-là aussi, un changement de paradigme. Comment faire pour reconnecter, réaligner les intérêts des différents acteurs dans ce domaine et faire en sorte que le modèle de rémunération, les incitations inhérentes au modèle économique soient mieux alignées avec les exigences de la transition écologique ou climatique. À cet égard, le secteur de l'eau est un peu un pionnier. Il ouvre la voie parce que c'est une problématique qu'on va retrouver dans d'autres secteurs qui fonctionnent là aussi un peu sur ce mode concessif avec une rémunération essentiellement calée sur le volume d'énergie, le volume de déchets, le volume de tout autre fluide qui fait l'objet d'une délégation de service public, avec les préoccupations de sobriété, d'économie, de préservation de la ressource. Donc c'est pour ça que l'eau nous a paru effectivement un sujet intéressant à traiter et qu'on s'est attaché dans cette deuxième partie à imaginer ou réfléchir au montage à la fois économique, en termes de modèle économique, mais aussi au montage juridique, contractuel, la traduction juridique que pouvaient prendre ces contrats innovants qui auront pour objectif de mieux aligner les intérêts des différentes parties prenantes. Effectivement, le modèle de rémunération des contrats doit évoluer, c'est-à-dire qu'on doit moins prendre en compte les volumes consommés et davantage la qualité de service. Si je résume ce qui vient d'être dit, François, comment on peut concevoir des contrats de concession avec des objectifs de performance? Alors, je voudrais juste rappeler, effectivement, revenir sous un angle juridique, mais ce qui a été fort bien dit par François Bergère jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, le modèle, le paradigme de la concession, puisqu'aujourd'hui, au regard du droit européen, tout est concession. Les affermages sont des concessions, donc on est un peu troublé, mais l'affermage est une sous-forme en fait de concession et de délégation de services publics. Ce modèle-là, qui repose sur le risque d'exploitation dans un sens très juridique, comme François l'a indiqué, le service bien géré dans ce modèle-là, le service bien géré, c'est celui qui accroît la recette. C'est celui qui permet d'accroître la recette, puisque ça repose sur une rémunération sur l'usager. En tout cas, c'est l'idée de base. Donc, comment on évolue de cette idée d'avoir une plus grande recette avec les contraintes qui ont été évoquées. Alors, sur un plan juridique, je voudrais déjà rappeler que cette notion de risque d'exploitation, elle peut être assez relative. On a notamment une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2009 qui s'appelle Euravaseur, donc qui porte sur l'eau, qui dit en gros que on ne peut pas déléguer plus de risques qu'il n'en existe à la base. Donc si on a une clientèle captive, il y a une clientèle captive et donc le risque est forcément limité par nature, ce qui est le cas du service d'eau, en tout cas pour les consommateurs que nous sommes. Mais il faut quand même jouer avec cette notion de risque d'exploitation dans des contrats dont on a vu qu'ils évoluaient vers des notions plus performantielles, avec l'idée d'avoir des bonus-malus sur un certain nombre d'indicateurs clés liés à la réduction des fuites, liés justement à la baisse de consommation, à l'amélioration encore de la qualité ou à la réduction des émissions. Comment on arrive à combiner ça, les concessions qui sont une création pluricentenaire désormais sont quand même un cadre juridique d'une assez grande souplesse, hein, comme je l'indiquais. Pour autant, il faut faire attention au fait que transférer un risque, c'est pas nécessairement transférer un risque d'exploitation, et que tous les contrats publics peuvent induire le transfert d'un risque qui est un risque performantiel, qui peut être un risque de respect de ses obligations. Et donc, à un moment donné, il faut sans doute se poser la question de savoir si ce risque qui, en tant que tel, d'exploitation, est comme il est dans le domaine de l'eau, reste quand même suffisant, pas négligeable, hein, nous disent les textes européens, pour qu'on ne se retrouve pas à basculer sur un autre modèle qu'il faudra sans doute assurer, qui est plutôt un modèle de marché de performance
ou un modèle, voire de marché de partenariat, éventuellement combiné avec toute la boîte à outils. Mais globalement, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que l'habit de la concession, au sens très générique du terme, est quand même un habit très large qui permet d'accueillir beaucoup de combinaisons possibles, que ça soit la concession comme on l'entendait traditionnellement, l'affermage concessif, la régie intéressée qui est une forme également de concession à paiement public. Il n'y a pas nécessairement de paiement sur l'usager. Et donc on a une boîte à outils contractuelle qui est quand même très ouverte et qui permettra, j'en suis certain, d'accueillir tous ces changements qui nous ont été annoncés. Je m'adresse à Maria Salvetti. Comment on peut donc contractualiser concrètement des objectifs de performance? Est-ce qu'on a des exemples et des recommandations? Alors, je partagerai avec vous mon expérience au sein du CEDIF, du Syndicat des eaux d'Île-de-France, où j'ai pu travailler à côté autorité organisatrice dans la préparation d'un contrat de régie intéressée, pour le coup, où là, l'idée était effectivement de rémunérer l'opérateur privé avec une partie de la rémunération qui est une partie fixe. Part fixe de la rémunération, donc pour être très concrète, 2% du résultat d'exploitation, y compris vente en gros, et puis d'avoir une partie de la rémunération qui est une partie variable. Cette partie variable, elle se décomposait en trois blocs. Le premier bloc qui était un bloc composé de beaucoup, et je dirais même de trop d'indicateurs de performance, parce que là, c'était un petit peu trop lâché, parce qu'il y avait 3 blocs de 150, donc ça fait 450 indicateurs de performance. Alors, on ne faisait pas les choses à moitié à l'époque. Mais en tout cas, il y avait des indicateurs de performance avec des objectifs à atteindre. En dessous de ces objectifs, il y avait des pénalités. Au-dessus des objectifs à atteindre, donc il y avait une rémunération qui était augmentée quand l'opérateur arrivait à surperformer par rapport aux objectifs attendus. Il y avait une autre partie dans cette rémunération à la performance qui était focalisée sur les gains de productivité, donc sur l'efficience, où là, l'opérateur était rémunéré, était récompensé quand il surperformait par rapport à ses engagements contractuels et par rapport donc à ses engagements pris dans les comptes de résultats prévisionnels qui étaient fournis, donc qui étaient annexés au contrat. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la partie rémunération fixe sur l'ensemble de la vie du contrat, qui est un contrat de 12 ans, représentait 20% en moyenne de la rémunération du délégataire, et donc la partie variable, qui elle était censée rémunérer une performance, représentait donc en moyenne sur la vie du contrat 80% de la rémunération du délégataire, le tout, la rémunération globale étant capée à 9%. Voilà, de façon concrète, un petit exemple que je partage bien volontiers avec vous. On a plusieurs modes de gestion possibles, toute la panoplie de la gestion déléguée, la régie publique. Comment, Régis, on peut objectiver la comparaison des modes de gestion? Alors, je pense que déjà, la première chose, c'est de bien avoir conscience qu'il y a un espèce de continuum de modalités de gestion des services, depuis des internalisations quasi totales. Alors, elles ne sont pas totales, parce que de toute façon, il n'y a encore personne qui fabrique ses tuyaux ou qui fabrique ses moteurs, jusqu'à un modèle concessif global, alors, qui est moins adapté pour l'eau aujourd'hui, dans la mesure où on a quand même un patrimoine et une infrastructure qui existent. On ne part pas de rien. On va reconstruire une station d'épuration, on va renouveler des canalisations, mais enfin, on ne part pas de rien. Et entre les deux, il y a toutes sortes de dispositifs à la fois contractuels et de régulation interne à la collectivité pour exploiter le service. Alors ensuite, c'est à la fois, c'est pas le premier débat. Enfin, ça ne devrait pas l'être, et en même temps, je pense qu'il faut reconnaître que le choix du mode de gestion, c'est d'abord un choix politique. Et politique, c'est pas un gros mot. C'est pas. Alors, je sais bien que quand on regarde l'Assemblée nationale en ce moment, on peut s'interroger, mais politique, ça ne veut pas dire irrationnel. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de critères
qui dirige le choix des modalités de gestion en l'occurrence, mais ça peut être aussi de la nature d'un investissement, etc. Et qu'au niveau des collectivités, vont être pondérées en fonction du contexte, en fonction des attentes, en fonction des objectifs qu'il peut y avoir, de plus ou moins de réactivité, plus ou moins de souplesse. La question financière va jouer aussi. La question de savoir est-ce que des élus veulent, pour le meilleur et pour le pire, se coltiner la relation abonné et usager, ou bien trouver un partenaire qui va faire le filtre. Donc, je dirais, il n'y a pas une équation qu'on pourrait écrire, ou qu'un ministère pourrait écrire, ou qu'un régulateur pourrait écrire. Il y a un certain nombre de choix qui sont dictés par un contexte local et par une volonté politique, y compris qui pourrait se manifester d'ailleurs, par exemple, à l'occasion des élections, même si on peut malheureusement constater que l'eau est finalement... Enfin, les vrais sujets de l'eau n'ont pas vraiment été... des sujets de débat, que ce soit sur les élections de 2014 ou de 2020. Bon, certes, 2020, il y avait le Covid en même temps, mais on peut probablement espérer, enfin en tout cas c'est ce que je vois un petit peu et ce que j'espère également, que après la sécheresse 2022, les inondations, on a vu le Nord, les Hauts-de-France, on a vu quelques... submersion marine, des orages cévenols importants depuis la tempête Alex ou plus récemment sur l'Hérault. On a des problématiques de pollution. Alors les pesticides, ça n'a rien de nouveau. Les PFAS, ils sont dans l'eau depuis un moment, mais enfin en tout cas on s'aperçoit maintenant qu'ils y sont. Tout ça, on se dit que ça devrait être plus mobilisateur, d'une part, et deuxièmement, Tristan l'a dit tout à l'heure, l'eau est un peu un marqueur du dérèglement climatique, et l'eau est en train de reprendre de l'importance sur l'ensemble des politiques publiques. On ne peut plus aujourd'hui parler de réindustrialisation s'il n'y a pas d'eau, ou si elle est trop loin, ou si elle est trop polluée. On ne peut pas... penser extension, un SCOT qui prévoit d'ajouter 50 000 habitants, il va falloir avoir de quoi les faire boire, leur faire tirer la chasse d'eau s'ils n'ont pas adopté les toilettes sèches, c'est encore pas le cas. Si on doit s'installer près de la mer, attention à la submersion marine. Enfin, donc tous ces sujets-là, désormais, on ne peut plus penser développement local, on ne peut plus penser développement économique, tourisme, urbanisme, aménagement, sans penser à l'eau, ce qui devrait redonner quand même une certaine force aux délégations eau dans les collectivités, dont on peut espérer que ce ne sera plus la délégation qu'on obtient quand on n'a pas obtenu autre chose. On a abordé tout à l'heure le mur d'investissement qui est devant nous, ce qui pose la question de la durée des contrats pour réaliser ces investissements et les financer. La pratique dans le domaine de l'eau est d'avoir des DSP de courte durée, 8-10 ans. On a un seuil légal à ne pas dépasser qui est d'une vingtaine d'années. François, est-ce qu'il est possible quand même d'avoir des contrats de long terme dans le secteur de l'eau ? Alors, sur ce sujet, effectivement, depuis la loi Sapin, qui est aujourd'hui inscrite dans le code de la commande publique, on a une durée maximale de 20 ans, dont on comprend, de toute façon, en pratique, on est assez loin d'atteindre ce seuil, donc c'est pas véritablement une contrainte. Et combien même on voudrait le dépasser, en réalité, il faut avoir en tête que ça reste possible, simplement par rapport aux autres secteurs. Des concessions où on doit justifier la durée, quoi qu'il en soit, liée à l'amortissement économique des investissements qu'on réalise. On va dire on a une étape supplémentaire qui est une validation par les services des finances publiques au niveau national, donc la DDFiP au niveau local, sur lequel on doit justifier, pour obtenir une autorisation du DDFiP, l'amortissement économique, mais selon un rationnel qui est en réalité le même que celui des autres secteurs, où on doit justifier l'amortissement économique pour justifier la durée des délégations de services publics.
Et puis, là aussi, le cadre juridique qui est assez... donc, je dirais, c'est la première idée reçue qu'il faut peut-être un peu contrebattre sur ce sujet, sur cette limite qui n'est pas absolue, si tant est qu'on en ait besoin. Et le deuxième aspect, c'est celui aussi des modalités qu'on peut insérer dans les contrats. Donc, on peut avoir des contrats dont la durée est calée sur l'amortissement, et je dis bien économique, donc ce qui permet que les recettes remboursent les investissements, et non pas simplement comptables ou financiers avec les amortissements liés au financement. Mais dans cette perspective-là, on peut aussi avoir des contrats qui sont plus courts que la durée normale d'amortissement économique et avoir un remboursement à la fin de la valeur nette comptable, qui figure encore dans les comptes et qui sont liés à ces concessions, c'est possible. Et ce qui est possible aussi, c'est la reprise de cette valeur par un futur délégataire. C'est une redevance initiale qui est causée en fait par le service et qui est causée par l'amortissement et qui doit donc être distinguée des droits d'entrée, qui restent là aussi prohibés dans le domaine de l'eau, mais qu'on ne doit pas confondre le droit d'entrée. Alors, un certain flou juridique sur ce que ça signifie, mais il y a des conclusions, notamment récentes d'un rapporteur public, qui éclairent pas mal les choses dans un autre domaine sur ce qu'on peut faire. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, en fonction des investissements qu'on aura apportés, il y a des solutions contractuelles qui permettent d'avoir une certaine souplesse, finalement, sur la durée telle qu'on veut la concevoir, pour des raisons autres qu'un cadre juridique qu'on pourrait croire peut-être plus contraignant qu'il ne l'est réellement. On a besoin de durée si on veut pouvoir bénéficier de financements privés pour financer les investissements et les infrastructures de long terme. Adrien Bajol, quelle analyse vous faites du secteur de l'eau et quelles recommandations on pourrait mettre en œuvre ? C'est le privilège d'intervenir en dernier, c'est qu'on peut synthétiser un peu ce qui s'est déjà dit. Je vais d'abord dire un peu d'où je parle. Donc j'appartiens à Fininfra, à la Direction Générale du Trésor. Fininfra est co-organisateur de cette semaine de l'Infra Week et de ce Inaugural Day. Donc nous, notre mission chez Fininfra, c'est de conseiller les personnes publiques sur la structuration juridique et financière de leurs projets d'infrastructure à travers un certain nombre de principes qui sont la simplification et la standardisation des contrats, la promotion des procédures compétitives et puis le renforcement de la maîtrise d'ouvrage public. Bon, du coup, je vais un peu synthétiser quand même ce qui s'est déjà dit et l'ensemble des recommandations. Donc, la première chose, c'est qu'on a un diagnostic, c'est qu'on a un déficit d'investissement dans les réseaux d'eau, du fait de plusieurs choses, du fait que le petit cycle de l'eau finance finalement une partie du grand cycle de l'eau, et on a aussi une baisse des recettes en raison de la baisse de la consommation d'eau, ce qui est une bonne chose et ce qui va probablement s'aggraver par l'avenir parce que du fait de la sobriété, des objectifs de sobriété. Une première chose, c'est que ce qu'on souhaite dire, c'est que le principe de l'eau paie l'eau est un bon principe et il devrait être conservé. C'est un bon principe, on a toujours défendu ça à la Direction Générale du Trésor, c'est l'usager qui paye l'infrastructure et ça doit être conservé. Mais aujourd'hui, ce principe, il est finalement pas très bien appliqué dans les faits parce qu'il y a justement ce déficit d'investissement. On a calculé qu'aujourd'hui, il faut à peu près 100 ans pour renouveler l'entièreté du réseau, alors que le réseau, il a plutôt une durée de vie de l'ordre de 60 à 70 ans. Donc on a ce problème de financement des réseaux. Et face à ça, on a un peu deux réponses possibles qui ont déjà été apportées. Il y a un sujet de tarification. Donc les infrastructures d'eau, comme en général les infrastructures, sont des business quand même de coûts fixes. Donc aujourd'hui, la part fixe est capée. Et une des recommandations de notre groupe de travail, c'est d'augmenter la part fixe dans la rémunération des contrats. Donc ça, c'est sur la partie tarification. Une deuxième partie sur la tarification, c'est de passer d'une approche volume à une approche fondée sur des indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, on avait des contrats qui étaient essentiellement des contrats de concession basés sur le volume. Il faut
passer à une approche un peu plus orientée marché de partenariat, donc fondée sur la performance. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on observe dans toute la gestion d'infrastructures. Les autoroutes se payent sur le volume de voitures qui passent par les autoroutes. L'électricité se paye par le volume d'électrons. Et dans un monde où on cherche à valoriser la sobriété, évidemment, ça pose problème. Donc voilà, dans le transport, on a inventé la mobility as a service, qui est le fait de payer un service de transport plutôt que de payer des véhicules kilomètres. Et bien dans l'eau, il faut évidemment passer à ce même type d'approche, une approche performantielle. Donc on a parlé de la tarification, et ensuite un deuxième levier, c'est le levier du financement. On a trois variables qui structure le business de l'eau. On a la durée des actifs, on a la durée des contrats et on a la durée des financements. Augmenter de manière... la durée des actifs est très grande dans l'eau, elle est de 60-70 ans. Augmenter la durée des contrats jusqu'à la durée des actifs, ça ne semble pas souhaitable parce que ça ne permet pas un bon pilotage des contrats par la maîtrise d'ouvrage public. Donc ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas le sens de l'histoire, ce n'est pas ce qui s'observe en général dans la gestion des infrastructures. En revanche, ce vers quoi il faut tendre, c'est plutôt un allongement de la durée des financements, donc de manière à faire correspondre la durée des financements avec la durée des actifs, quitte à enjamber plusieurs contrats via, par exemple, la VNC et certains types de financements qui se développent, comme ceux de la Caisse des dépôts, permettent de financer les VNC à l'échéance de chaque contrat, et c'est effectivement ce qui nous semble être la bonne direction. Les industriels ont des remarques sur la durée des contrats et le recours au financement privé. Estelle? Sur la durée des contrats, pas exactement. On l'a vu baisser, mais c'était un peu le sens de l'histoire. Donc moi, c'est pas là-dessus que je souhaitais rebondir. C'est sur le sujet déjà du mode de gestion, de la tarification, et peut-être un exemple sur une agglomération qui est moins imposante que le CEDIF et qui a rationalisé le nombre de ces indicateurs. Sur la décorrélation, c'est massif. Moi, je crains que la délégation de service public, qui est un formidable outil de coopération entre le privé et le public, est fragilisée par le modèle qui la sous-tend. Quand on dit il y a 85% de charges fixes, c'est assez facile. Moi, je gère un PNL, il y a de la main-d'œuvre, il y a de l'énergie, il y a des produits de traitement, tout ça étant lié. Et en face, il y a en moyenne 17% de part abonnement, ce qu'on appelle la part fixe. Donc il y a un impact de la part variable liée au volume qui est absolument massive. Ce qui nous amène, nous, à préférer les années où il fait beau. On en est parfois là, et des années où il ne fait pas trop beau pour qu'on ne soit pas non plus en restriction d'usage sur les territoires. Donc c'est quand même un modèle qui doit chercher à se réinventer, et on a aussi l'IGD produit ses propositions, la Fédération des entreprises de l'eau en a produit aussi en lien avec Intercommunalité de France. On sait tous qu'on doit stabiliser le modèle, mais je veux dire que c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, les élus pourraient déjà aller à une part abonnement aux alentours de 30 à 40% sans modification de la réglementation, et ce n'est pas ce qui est retenu in fine. Donc il faut que la pédagogie, par tous ceux qui y croient, soit faite autour de la non-élasticité du prix de l'eau. Ça, il y a une infrastructure, elle doit être entretenue, renouvelée, et peu importe quelque part les volumes d'eau qui passent au travers de cette infrastructure. Donc, je veux vraiment dire le point important de cela, notamment parce que, à travers ces modèles, à travers la facture que paye l'usager, on finance aussi les surtaxes et donc les investissements que les collectivités font derrière. C'est leur capacité à agir sur leur patrimoine derrière. Donc je crois que le sujet, il y a une sensibilité autour du modèle qui doit, je crois, retenir l'attention de tous. Pour le contourner, en quelque sorte, il y a les modèles à la performance. Il y a ceux extrêmement sophistiqués qui viennent d'être décrits. Moi, je constate que dans un nombre important d'agglomérations qui adoptent ces contrats de performance, et elles sont malgré tout à ce stade une minorité, moi ce que je connais, c'est par exemple Saumur-Val-de-Loire. Il y a 15 indicateurs, c'est autour du réseau de distribution d'eau potable, donc là ce sont les enjeux rendement de réseau notamment, du développement durable, là il y a la question de la part de l'énergie verte, la limitation de l'empreinte carbone. Il y a des sujets
relation client, même si je veux dire à Régis que nous savons faire autre chose que la simple relation client pour faire paratonnerre sur des élus qui éventuellement voudraient s'en décharger. Et il y a des sujets facturation, recouvrement. Donc ce sont des sujets extrêmement complets qui, à la fin, pèsent sur à peu près 10% de la rémunération de l'opérateur. Donc ça reste des performances qui sont quelque part mesurées. Sur le sujet du mode de gestion, c'est un sujet, en fait, personne ne veut vraiment en parler, en particulier quand il y a des publics connaisseurs, parce que c'est forcément le sujet un peu casse-gueule, tant bien même soit-il politique, et que la politique, c'est noble, et c'est ce que je crois. Le mode de gestion, il est à la charge des collectivités, libre administration des collectivités territoriales, et ça, c'est en effet une donnée intangible, et en plus, nous aimons ça. La vérité, c'est quelle est la capacité à réellement... parce que quand on fait de la politique, il se trouve que j'en ai fait beaucoup, on aime bien aussi objectiver les situations. Et parfois, objectiver la situation de ce que peut produire une gestion déléguée versus une régie, c'est pas aussi simple que ça. Le marché de l'eau, vous le savez, côté privé, est un marché qui est compétitif. Et là, pour le coup, les offres sont comparables, comparées et puis décidées. Et nous, on pense qu'à un moment, une manière aussi d'objectiver, et je ne dis pas dans un sens ou dans un autre, mais les indicateurs de performance fournis, c'est aussi de permettre une transparence totale sur les données de l'intégralité des services. Et c'est parfois, je pense, assez peu le cas. Et simplement pour finir, en disant que l'eau, elle est transverse des politiques publiques. Et que je pense que les élus n'ont plus envie d'être le nez dessus pour pouvoir anticiper ce qui va se produire. Quand vous ne pouvez plus accorder de permis de construire, parce que dans un certain nombre de territoires, on est là, parce qu'il n'y a pas eu d'interconnexion pensée à l'époque, parce que probablement c'était compliqué, ça freine votre développement local, au-delà du fait qu'il faut alimenter toutes les industries, les agriculteurs et évidemment les usages domestiques. Donc, on est tous d'accord sur le fait que ce soit transverse aux politiques publiques, qu'il y a une vraie sensibilité, mais force est de constater que quand il y a une sécheresse en 22, le sujet de l'eau, il est très prioritaire, et quand il y a... en dépit des aléas climatiques, mais quand globalement il y a moins d'événements exceptionnels, eh bien le sujet de l'eau, il redescend un peu dans les priorités des uns et des autres. Donc nous, ce qu'on veut porter, c'est qu'il y a vraiment une importance à la fois de traiter ce sujet et d'offrir aux élus une vraie transparence sur les modes de gestion qu'ils ont en effet à leur disposition de manière tout à fait libre. Oui, merci Stéphane. Pour compléter, alors sur le sujet durée, moi je voudrais apporter un complément qui est qu'il ne faut pas regarder la durée sous l'unique prisme du financement. C'est important parce que si aujourd'hui personne n'envisage de concéder un service public pour 70 ans, bien évidemment, si la limite de 20 ans est rarement atteinte, pour autant, il ne faut pas qu'on tombe trop bas. Aujourd'hui, on a des durées moyennes de contrat qui sont autour de 8 ans. On est quand même très limite avec des durées comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde par exemple la métropole de Lille, la métropole européenne lilloise avec laquelle on a contractualisé, on a un contrat qui est très ambitieux en termes d'économie d'eau. On doit économiser 60 millions de mètres cubes sur la durée du contrat. On doit faire baisser de 10% les consommations d'eau. On doit signer 1200 conventions avec des industriels. Ça ne se fait pas dans une durée très courte, et y compris pour équiper les réseaux de capteurs. Mais la métropole lilloise, par exemple, elle a pris une durée de 10 ans. Voilà. Et 10 ans, aujourd'hui, pour des entreprises comme les nôtres, ça nous semble un horizon qui est assez raisonnable pour asseoir de la performance des services publics, avec des corollaires. Hein. C'est-à-dire que quand une entreprise comme Veolia finance 3,5% de la masse salariale en formation, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans une durée un peu plus longue. Et ça génère énormément de choses, ces sujets de durée de contrat. Donc il y a la règle de droit qui est évidemment à respecter sur la durée. Et puis après, il y a une forme d'intérêt général. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs je pense, je parle avec l'aval d'Estelle, je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais n'ont pas spécialement envie de contrats très longs. On parlait du risque tout à l'heure, plus le contrat est long, plus ça génère du risque, dans un monde d'incertitude. Mais à l'inverse, il faut trouver quand même la bonne durée pour asseoir la performance. Sur ça, il y a aussi le côté élu.
c'est 6 ans un mandat municipal. Donc nous, on espère juste que ce ne soit pas calé sur les échéances municipales, ce qui est un peu l'angoisse. Et on comprendrait qu'une nouvelle équipe, elle veuille voir les sujets. Mais ça ne permet pas précisément, et ça a été dit, d'offrir des trajectoires positives en termes d'investissement et de performance pour les services d'eau potable et d'assainissement. Pour revenir, 10 ans, c'est bien parce que ça permet malgré tout à une équipe municipale qui prendrait le relais derrière de pouvoir décider de son renouvellement ou du changement de mode de gestion, si tant est qu'il y en ait un. Donc, je rassurer Tristan en disant je partage totalement son point. François, vous voulez apporter un complément ? Oui, un complément, enfin sur une thématique qu'on n'a pas encore tout à fait touchée, mais comme on arrive un peu en fin de notre session, je voulais l'évoquer, et c'est celui de la comparabilité des modes de gestion. C'est un des principes directeurs qui guident l'action de l'IGD, et c'est d'éclairer le choix qu'ont les décideurs publics entre les différents modes de gestion en facilitant et en objectivant autant que possible la comparaison entre les différents schémas contractuels, juridiques qui s'offrent à eux. Or, dans ce domaine, il nous semble qu'il y a encore des progrès à accomplir pour effectivement être en situation de pouvoir comparer aussi complètement et objectivement que possible le choix entre la régie et la délégation de services publics. Donc ça se traduirait par exemple par le fait de, si on va, comme on le souhaite, comme ça nous paraît nécessaire, dans le sens d'une plus grande contractualisation des objectifs de performance, que ça ne soit pas limité au seul DSP, mais que quelque part on en trouve également la contrepartie ou la version adaptée aux régies dépendant directement des collectivités publiques. Elles doivent elles aussi s'engager ou s'approprier ces objectifs de performance. Et puis l'idée c'est aussi de pouvoir objectiver la comparabilité des performances économiques, environnementales et sociales entre ce qui est déjà requis lorsque vous voulez vous engager dans la voie d'une concession ou d'un marché de partenariat, où la réglementation prévoit toute une série d'études, d'évaluations préalables, et puis ce qui nous semble devoir également être étendu au choix d'un mode de gestion directe, régie, qu'on puisse là encore pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Peut-être juste un tout petit point, parce que ça rebondit aussi avec ce que disait Maria au tout début en parlant de régulation. On a quand même deux intermédiaires quand même. Il n'y a pas de régulateur national au sens européen du terme ou au sens de la CRE ou autre. Le fait d'avoir un certain nombre d'indicateurs de performance qui doit être enseigné par tous les services et qui sont publics et désormais obligatoires pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, c'est une forme de régulation. Alors, Pierre-Alain Roche disait la régulation par la lumière, la mise en lumière, et donc finalement par le citoyen aussi. C'est également finalement le sens de la réforme des redevances des agences de l'eau, qui, alors sur un nombre limité d'indicateurs, mais on va en mettre 450, mais va quelque part ajouter une forme de régulation parce que justement, les taxes qui seront à payer par les services d'eau seront calées et modulées suivant leur performance. Et il faudra la justifier auprès des usagers. Donc il y a quand même une forme de gouvernance là-dessus et une forme d'incitation à la performance ou à assumer une moins bonne performance. Oui, peut-être un mot là-dessus, c'est que dans le modèle classique où on ne contractualise pas la performance, finalement on est moins dans l'esprit de la concession qui est de déléguer le risque sur lequel on a un levier. Et en fait, la consommation d'eau, c'est quand même un risque essentiellement exogène. Il dépend de la démographie, de l'urbanisation, de ce genre de choses sur lesquelles les concessionnaires ont finalement assez peu de prise. Or, la contractualisation des objectifs, là, elle permet justement de déléguer des risques qui sont endogènes. Et donc, finalement, passer à cette approche de performance, c'est une forme de paradoxe, mais elle est plus dans l'épure de ce que devrait être la concession. On a bien compris qu'effectivement, si on veut gérer la performance et la performance dans le temps, on a des durées de contrat d'une dizaine d'années. En revanche, pour financer les investissements, pour vous, ça doit relever de la maîtrise d'ouvrage privée, comme c'est le cas par exemple dans d'autres catégories d'infrastructures. Et à ce moment-là, il faut des contrats de 15 ans, 20 ans ou plus. Ou est-ce que ça doit être pris en charge par la puissance publique ?
j'ai pas tout compris de la question, mais en gros, ce qu'on s'est dit, ce qui a été clair dans les travaux de l'IGD, c'est qu'en effet, il y avait une forme de déconnexion potentielle entre la durée d'abord d'amortissement, la durée des investissements et la durée de délégation de services publics. Ce qui dit autrement et de manière positive, dit que la délégation de services publics est compatible avec des durées longues et des financements d'ouvrages qui ont des durées de vie particulièrement longues. Voilà, donc ça c'est le bon point. Après, ce qui est important, c'est aussi d'avoir les financements. On a parlé des agences de l'eau, on a parlé de la Banque des territoires qui apporte un certain nombre de financements. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de mettre les élus locaux dans une situation assez confortable pour le faire. Et même ce qu'évoquait Régis sur les redevances des agences de l'eau, ça amène un peu à ça. C'est de dire que finalement, là encore, l'action va avoir un effet positif par rapport à l'inaction qui risque d'être pénalisante, y compris peut-être avec un signal prix dans les redevances des agences de l'eau. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aider le plus possible par des moyens, je dirais à défaut de régulation, puisque finalement, le seul sujet qui n'est pas régulé en France, c'est celui de l'investissement. C'est-à-dire que tous les autres sujets sont régulés, la qualité de l'eau, le budget des collectivités, les contrats de DSP, Et puis il y a un sujet qui manque un peu, et c'était les travaux de l'OCDE sur ce qu'est une régulation dans les services publics d'eau, c'est, on voit la régulation des investissements. Aujourd'hui, personne n'a vraiment en charge le fait de surveiller quel est le niveau d'investissement d'un service public. Donc il faut, à défaut de ça, il faut quand même mettre l'écosystème dans une situation positive pour le faire. Et puis, je dirais peut-être aussi que alors, la réforme territoriale que j'ai évoquée au début, elle n'a pas produit ses effets pour des raisons, de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, elle explique aussi que probablement une partie des contrats courts, qui sont liés à des convergences de contrats sur des collectivités qui ont récupéré 3, 4, 5, 6 contrats, qui ont toutes des échéances différentes, et puis il faut faire un espèce de jeu de tiroir pour arriver parfois en 10 ou 15 ans à n'avoir plus qu'un seul contrat. Donc ça peut générer des contrats de courte durée pour se recaler. La deuxième chose, c'est que la taille critique que j'évoquais, elle est aussi liée à l'investissement, et elle est liée aussi donc à la capacité, bien sûr, de mobiliser des fonds, mais aussi de les lisser à l'intérieur de la collectivité. Alors évidemment, si tout le monde a pris 10 ans de retard d'investissement, il va falloir les rattraper tous d'un coup, à l'échelle d'une interco ou d'un syndicat mixte. Mais si on a une grande taille, alors je ne parle pas des grandes métropoles qui ont une seule énorme station d'épuration, ou quand on la renouvelle, mais quand on est sur un territoire plus mixte, c'est aussi la possibilité d'avoir chaque année un certain nombre d'investissements sans avoir nécessairement de très très gros pics qui nécessitent des gros investissements et des gros logiques de financement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi autofinancer. Il ne faut pas simplement dire c'est ceux de demain qui vont payer. Alors, on a eu l'occasion d'aborder les conséquences par les usagers à travers vos interventions. Peut-être un dernier sujet avant de laisser la place aux questions. Sur les nouveaux outils technologiques pour la performance et la sobriété, est-ce que Tristan ou Estelle, côté des industriels, il y a des nouveautés sur ces sujets? Moi, je dirais juste qu'il y a un sujet qui, pour nous, semble important. Est-ce que c'est une nouveauté? Je ne crois pas. Est-ce que c'est déployé? Ce n'est pas le cas. C'est le sujet de la télérelève ou la radio-relève des compteurs. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gens à la fois de maîtriser leur consommation, et ça, c'est une tendance longue, lourde, que le secteur a bien pris en compte. Mais pour agir sur sa consommation, il faut la connaître. Et aujourd'hui, on ne connaît pas, sauf à la faveur d'estimations et d'un compte qui vous indique votre consommation finale en fin d'année, on ne connaît pas bien sa consommation pour agir dessus et faire en sorte de préserver la planète, puisque ça, c'est un objectif que nous partageons évidemment tous. Donc je dirais que après, les entreprises de l'eau, elles ont à leur disposition, le secteur, c'est à peu près 1000 chercheurs qui déploie toutes les expertises tout au long de la chaîne de valeur de l'eau. Donc, j'allais dire des innovations, il y en a de nombreuses.
suis pas sûre que ce soit le lieu ici de rentrer dans le détail. Il y en a aussi beaucoup sur les sujets, par exemple, de maintenance prédictive du patrimoine. Ça, c'est très, très important eu égard aux sujets qui viennent d'être mentionnés. Mais je dirais, il y a un sujet sur lequel on doit les uns et les autres se caler, et on pousse quand même pour ça, c'est de faire en sorte que l'habitant, à la fin, l'usager qui paye sa facture d'eau, connaissent sa consommation, et après, éventuellement, on pourra tous ensemble lui dire qu'il consomme trop, ou pas assez, je ne crois pas, mais qu'il consomme trop et qu'il faut mieux agir. Mais aujourd'hui, il ne la connaît pas. Et sur la maintenance prédictive des réseaux, parce qu'il y a un énorme enjeu patrimonial, toutes les discussions que nous avons eues précédemment en témoignent, et là, c'est vrai que l'intelligence artificielle produit des dispositifs qui sont absolument encourageants et par ailleurs fascinants. Je mettrai en avant ces deux éléments. Pour compléter, oui, nous on pense que vraiment la digitalisation peut être une partie de la solution, c'est des briques de solution. Si on regarde, pour reprendre l'exemple cité à l'instant, si on regarde des métropoles, je peux penser à Toulouse par exemple, qui a mis en place une tarification saisonnière qui a augmenté de, je crois, 42% les tarifs en été et les a baissés de 30% en hiver, pour avoir un signal prix qui soit quand même assez conséquent pour dire aux habitants de la métropole, lorsqu'il y a une rareté de l'eau, le prix de l'eau augmente, et quand tout ça s'accompagne d'une communication très forte, on obtient des résultats très importants. Mais ça nécessite en effet de connaître la consommation entre les deux, le point de départ et le point d'arrivée, qui d'ailleurs ne sera pas forcément le même d'une année sur l'autre. Donc aujourd'hui, il y a à peu près chez nous 42% des abonnés qui ont un compteur télé relevé. Bon, je dirais en 2025, on pourrait s'en satisfaire, mais moi je trouve ça assez peu quand même. Hein. Et en effet, c'est difficile de dire à quelqu'un, je vous demande de respecter une limitation de vitesse, mais je vous enlève le compteur, et puis je vais vous dire, à la fin, quand vous serez arrivé à destination, je vous dirai à quelle vitesse vous avez conduit. Donc il faut habituer les gens à avoir l'information sur leur consommation. Et puis nous, ce sont des outils qui nous permettent aussi de limiter les fuites dans les réseaux, de faire des aspects prédictifs. Et donc, voilà. Mais il n'y a pas un objet qui soit le seul pertinent, c'est toute une série d'objets, et les sciences comportementales sont aussi là pour aider. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, avec, là par contre on en a la certitude, des effets qui sont assez conséquents sur les consommations d'eau. Je veux dire, je citais Toulouse. Toulouse a estimé qu'ils avaient économisé 800 000 mètres cubes d'eau en une année. Ils disent que ça fait baisser de 1,5% la consommation. Et voilà, c'est pas neutre. Et donc il faut. Et puis si je veux citer un autre exemple, je vous dirais qu'à Lille, nous on a des objectifs qui sont d'économiser 60 millions de mètres cubes sur la durée, sur les 10 ans de contrat. C'est quand même conséquent. Merci. Donc il nous reste une dizaine de minutes pour avoir des questions de la salle. J'en aurais éventuellement une. Sur la concentration et le nombre des autorités organisatrices, il y avait, je crois, donc, une loi qui consistait à faire en sorte que ce soit les intercommunalités qui aient de la compétence. Cette loi, si j'ai bien compris, a été défaite. Donc, un, est-ce qu'elle va être refaite ou pas d'abord? Et deux, est-ce que ça va freiner ou pas ce mouvement qui, vu un peu de l'extérieur, semble plutôt sensé pour les sujets de masse critique dont on parlait? Alors, disons que oui, elle n'a pas été complètement défaite. Disons que au fur et à mesure où on est arrivé on est approché des échéances, les échéances ont été retardées, et à la fin, puisque la loi d'avril 2025 a même permis à ceux qui n'étaient pas rentrés dans la démarche tout de suite, ou dans les 5 années qui ont suivi la date limite, de pouvoir s'en affranchir, et a créé un régime de délégation de compétences qui est un peu compliqué à mettre en œuvre et pas forcément très pertinent. Mais oui, donc ça va freiner, bien sûr. La question, c'est aussi probablement qu'à l'origine de cette loi a été pensée uniquement une formule intercommunalité à fiscalité propre et pas d'autres formes de regroupement qui, des fois, pas toujours, mais dans certains cas, peut être plus pertinente et qui a conduit sans doute à braquer quelques élus
qui s'y sont opposés, y compris parmi ceux qui les avaient dans un premier temps défendus. Mais donc oui, c'est clair qu'on a besoin de collectivités avec une capacité de maîtrise d'ouvrage plus importante, compte tenu des défis qui sont devant eux. Et ça passe nécessairement par une augmentation de la taille, même si ce n'est pas un chiffre. Est-ce que c'est 10 000 habitants? Est-ce que c'est 5 000? Est-ce que c'est 50 000? Enfin, ça dépend des territoires. Hein. La montagne, ce n'est pas la même chose que la plaine. Mais en tout cas, il n'y a pas d'alternative à faire grandir ces services. Il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Yann Gainsbourg. J'avais travaillé pour Veolia à l'époque de M. Proglio, et je parle pour l'instant de la durée des concessions dont vous disiez qu'elles étaient en moyenne de 8 ans, et que les 20 ans étaient très durs mais je présume que si vous avez les financements, vous seriez ravis d'avoir des concessions longues, quel que soit l'opérateur, bien évidemment. Je me rappelle très bien quand Veolia a perdu FCC et donc ils ont souhaité se réintroduire en Espagne. Et donc nous on avait été engagés parce qu'ils avaient justement en Espagne des concessions plus longues. Quand vous regardez les États-Unis, les infrastructures sont dans des états catastrophiques, notamment dans l'eau. Je que je vous apprenne. Sur le corridor Est, les premières canalisations, il y a jusqu'à 50% de perte d'eau sur certaines canalisations, avec des canalisations qui ont 300 ans en bois, et soit rond ou carré. Caricature, mais certaines sont encore comme cela. D'autres ont 100 ans et sont en plomb et donc toxiques. Veolia est bien sûr présent aux États-Unis, pas de façon très très importante, c'est un petit peu le sujet de fusion avec Suez, on est seulement 3% du marché mondial. Séché peut-être un petit peu moins, mais il y a quand même l'opportunité de créer des concessions très très longues aux États-Unis si vous avez des financements. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? On m'a demandé de préciser que SOR n'était plus, ne faisait plus partie du groupe Séché, donc je le fais. Mais voilà, c'est ma réponse. Non, pour être sérieux, oui, voilà, il y a. Mais je pense que là aussi les temps ont changé. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, les délégataires de services publics voyaient évidemment avaient dans la durée toute l'opportunité d'exprimer le transfert de leur savoir-faire au service des collectivités, etc. Et donc voyaient d'un intérêt aussi le fait d'ailleurs de ne pas être mis en concurrence pendant longtemps. On va se dire les choses franchement. Aujourd'hui, il y a une question d'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que, du coup, à partir du moment où on se dit qu'on peut déconnecter de toute façon le niveau de la durée des financements par rapport à la durée de la concession, et que le monde, on a du mal à imaginer ce que sera le monde dans 20 ans, voilà, je pense qu'il y a une forme d'équilibre qui s'est trouvé, il me semble, entre les donneurs d'ordre public et les offreurs sur le marché, pour des durées qui sont plus courtes que celles qu'on a connues précédemment. Merci Tristan. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? J'avais une question pour Maria. Quel est selon elle le pays d'Europe qui est le plus performant dans ce domaine-là? Dans quel domaine? Parce qu'il est vaste le domaine de l'eau et de l'assainissement. De l'eau seulement. Ça me plonge évidemment dans une profonde réflexion, à cette heure-ci, bien sûr. Alors, si par exemple, on parlait de gestion de la demande, donc on est sur les fuites d'eau par exemple, donc là je pense qu'il y a comment dire, enfin les fuites d'eau importantes qu'on vient d'évoquer, c'est plus de 50% aux États-Unis. Moi j'ai beaucoup travaillé dans les nouveaux États membres donc du bassin du Danube. Donc là on a quand même des pays où il y a des taux de fuite qui sont
qui peuvent rivaliser avec certains points noirs qu'on a identifiés en France, donc avec plus de 60%, 70% de... Enfin, il faut quand même se rendre compte que il y a quand même des endroits où il faut faire pas mal de travail. Donc, les nouveaux États membres de l'Est de l'Europe, le taux de fuite est très important. Après, si je regarde... L'Irlande, il y a aussi beaucoup de soucis de fuite d'eau. Alors l'Irlande, c'est un cas très très particulier puisqu'il n'y a pas de facture d'eau, tout est payé par les impôts. Ils ont essayé de mettre en place une régulation centralisée pour justement commencer à créer une facture d'eau, mais comme ils ont voulu faire ça en 3 mois, les gens sont descendus dans la rue, c'était des manifestations dans tous les sens. Voilà. Donc l'Irlande, un cas particulier. Un cas intéressant de mon point de vue, parce qu'on parle de politique publique, c'est le cas du Danemark, puisque Danemark, alors 95% de l'eau brute qui est utilisée pour l'eau potable vient, donc c'est de l'eau souterraine. Et donc depuis longtemps, les Danois se sont dit il faut qu'on protège nos ressources en eau et nos ressources souterraines. Et pour ça, il faut de l'argent. Et donc ils sont pendant la décennie 90, 94 à 2002, ils se sont dit, bon, on va graduellement augmenter le prix de l'eau. Alors, ça a généré évidemment une baisse de consommation qui n'est pas dans la même proportion, puisqu'il y a eu 50% d'augmentation du prix de l'eau sur 10 ans. Il y a eu une diminution de la consommation de 20% sur cette même période. Et le prix de l'eau est passé de 4,50 €. Tiens, c'est bizarre, c'est le prix que nous payons à peu près en France. Il est passé de 4,50 € à 9 €. Sans que personne descende dans la rue, comme en Irlande, etc. Voilà. Et tout ça, ça s'est accompagné par une communication pour dire qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, à quoi va-t-il servir? Il va servir à préserver les ressources, parce qu'il y a quand même de l'agriculture, donc s'il y a de l'agriculture, il peut y avoir de la pollution via des pesticides, etc. Et donc, je cite cet exemple sans tout à fait répondre à ta question, Pierre, mais juste parce que j'ai de la famille au Danemark, donc je suis très contente de leur faire un petit coucou, mais aussi parce que je me dis quand même 10 ans d'une politique publique que l'on maintient dans le temps, au-delà des gouvernements, etc., sans que le Danemark ait connu notre instabilité actuelle, mais on maintient cette politique, on l'explique, on l'accompagne de pédagogie et une politique qui, du coup, est très bien acceptée par la population. Et moi, quand j'interroge ma famille, je dis, mais 9 € du mètre cube, c'est normal. C'est le prix de la préservation de la ressource. Donc tout ça pour citer peut-être non pas entre guillemets, les pires exemples, mais peut-être parmi les meilleurs d'une politique publique donc soutenue qui permet de financer ce qu'il y a à financer pour le petit cycle, mais aussi du coup là on fait la liaison avec le grand cycle et la préservation des ressources en eau. Et puis avec cette pédagogie où on embarque les gens, on communique avec eux et donc les mesures qui auraient pu passer pour un peu punitives, un peu difficiles, eh bien passent crème, voilà. Et ils ont passé aussi crème le principe pollueur-payeur donc. On arrive au terme de la table ronde. Je remercie l'ensemble des intervenants. Merci à tous.